On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'auteur de la série Le monde du lac des glaces. Mais tout d'abord, elle vient de remporter un prix. Elle est de métal en jupe. C'est une artiste particulière. Depuis quelques années déjà, on a ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, le gala SR qui se tient quelque part au mois de janvier pour célébrer, mais hommager aussi certains de nos artistes dans la région dans différentes catégories. Parmi l'une d'elles, la catégorie Bon coup culturel. La récipiendaire cette année est Pascal Hébert de Métal en jupe. Elle est avec nous. Bonjour, bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle de loi mère, parce que c'est en fait de ce de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est comme œuvre, au juste? En fait, au départ, je cherchais à faire quelque chose qui serait vraiment rattaché à Saint-Jean. Puis dans une des choses que je trouve très particulière de Saint-Jean, c'est quand les oies viennent sur la rivière Richelieu, tout ça. Puis ça m'a toujours impressionnée de les voir tourner, faire une chorégraphie, puis tout ça. Tu sais, c'est comme si on sait que c'est l'instinct, mais je me dis, on dirait qu'il y a comme quelque chose de très, très, très puissant, tu sais, qui gère ça. Donc, je me disais de quelle façon je pourrais rendre un peu honneur à ça, à ce phénomène-là. Donc là, puis en même temps, en parallèle, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui flotte sur la rivière. C'est là qu'est venue l'idée, je vais faire des plumes géantes parce que c'est comme si le cerveau de la patente, là, ça serait l'oie mère qui est géante. On l'a jamais vue, on sait pas pourquoi, mais tu sais, cette fois-là, elle nous a laissé un petit vestige. Fait que là, on peut comme s'imaginer toute une histoire par rapport à ça, là. Fait que à la base, c'est comme un peu parti de là, le concept. Puis ensuite, en discutant avec Tommy Beauregard, qui est conteur, lui, il s'est mis à élaborer une super grande histoire, puis tout ça, le conte avec ça, pour un peu étoffer l'affaire. Là. Tu travaillais là-dessus depuis combien de temps? Ça faisait partie du concours éphémère, donc c'est quelques mois à peine. Là. C'est sûr que moi, avoir plus de temps, plus de moyens, je l'aurais quasiment fait au complet. Là. La loi géante qui flotte, mais en tout cas, c'est ça, là, c'était juste une touche. Parle-nous un peu de toi, parce que, bon, tu as déjà quelques réalisations à ton actif. Bon, je te présentais comme étant de métal en jupe. Qu'est-ce que c'est métal en jupe? Métal en jupe, c'est mon atelier depuis à peu près 2005, quand je suis sortie de l'école. J'avais étudié en design, en fait, moi, à l'université. Puis au début, je faisais plus des objets de design, un peu loufoque, un peu comme s'il fallait toujours qu'il y ait une fonction derrière ce que je fais. Là, c'est là que j'avais fait des tapettes à mouches en face de politiciens. Vous les avez peut-être vus. J'ai fait une couple d'objets comme ça, puis il fallait pour moi qu'il y ait une fonction. Puis maintenant, mes talents en jupe ont quand même beaucoup évolué parce que je me donne le droit de faire de l'art parce que c'est beau, parce qu'on en a besoin, on a besoin de beau. Avant, je cherchais toujours à mettre une fonction, puis là, je suis beaucoup plus en paix avec les œuvres. Tu te définis comme une artiste, comme une sculpteur, tu te définis comment? Mais ça, je ne sais pas trop, là. Je sais pas, parce que c'est ça. J'ai artiste du métal, tu sais, souvent, il y a des gens qui disent « Ah oui, t'es soudeuse. » Ben non, je fais de la soudure, mais c'est vraiment pas le principal de ce que je fais. C'est sûr que tous mes projets, j'essaie le plus possible de travailler le métal. Là. C'est ce qui me représente le mieux, je pense. Quelles sont tes œuvres, disons, les plus marquantes ou celles, disons, connues du public? En 2018, il y a La Ligne du temps, le banc rétroéclairé qui se retrouve au Parc des Éclusiers. Que lui, c'est toute l'histoire de la navigation du Richelieu découpée dans l'acier, rétroéclairé. C'est 26 scènes, incluant tous des bateaux qui ont passé sur la rivière avec des super recherches approfondies. Il y a aussi des personnages importants de Saint-Jean. Il y a ça, il y a un monument pour la Grande Corvée de 2011 qui a été installé au printemps à la place du quai. Depuis cet été, il y a une œuvre que j'ai pas beaucoup encore moussée dans les réseaux sociaux, là, mais il y a une œuvre pour les disparus anonymes qui se tient au cimetière sur Saint-Jacques. Ah ouais?
tout au fond du cimetière, il y a un terrain qui avait l'air d'un terrain vacant, mais Ouais. en fait, c'est une fosse commune. Donc, le cimetière m'a demandé de Ah, faire un monument. C'est là en ce moment? Oui, c'est là en ce moment depuis juillet. Oui, en fait, on a inauguré au mois d'octobre. Puis, j'étais un petit peu cordonnier mal chaussée dans mes annonces. mais oui, elle se situe là. Puis, c'était vraiment un projet intéressant parce que c'est pour Ouais. faire réfléchir qu'il y a des gens qui sont installés là, Tout à finalement. fait. Revenons au fameux banc au Parc Oui. des Éclusiers, parce que, bon, ça reste probablement un des plus beaux secteurs de la ville, honnêtement, aujourd'hui. C'est l'entrée nord de la ville, c'est l'entrée du Vieux-Saint-Jean. Bon, il y a le foyer qui est là, les gens s'y rassemblent, il y a parfois de la musique ou selon les thématiques. Puis souvent, quand on s'était vu à ce moment-là, au moment de l'inauguration des fameux bancs, tu sais, on se disait un peu la question, c'est comment tant que ça va durer et puis comment tant que ça va rester beau. Mm. Là, on est quoi, 4-5 ans plus tard? Est-ce que tu trouves Oui. que ça a bien vieilli? Est-ce que tu trouves qu'on a réussi à bien préserver l'œuvre, le métal, le bois aussi qui est par-dessus? Bien, l'œuvre comme telle est très bien préservée parce qu'elle se retrouve sur les côtés, elle est en acier inoxydable, il y a comme le recouvrement de verre trempé, tout ça. L'œuvre comme telle, est parfaite. Elle a bien vieilli, elle ne vieillira pas non plus, elle est figée dans le temps. Bon, en ce qui concerne le revêtement, c'est sûr que le bois, c'est un très, très gros problème depuis le début, malheureusement. C'était une commande aussi, c'était un choix. Je n'étais pas toute seule là-dedans. Puis, je pense que c'est aussi une question beaucoup de communication, d'entretien, qu'un secteur dit oui, on va faire de l'entretien, l'autre secteur dit non, nous, on n'avait pas. Nous, on ne voulait pas faire d'entretien. Donc, bon, ça reste un peu sur la glace. Est-ce que tu penses que ça nécessite de la rénovation ou des corrections? Ou... Bien, j'ai une solution à apporter qui serait simple, mais ça reste en discussion. OK. Avec la ville. Oui. OK. Revenons à Loi-Mère, parce que, bon, on est un peu dans la thématique des œuvres éphémères. Hein? Oui. Ce que tu expliquais. Mais ça reste quand même que, bon, on le détermine dans le gala SR comme étant un bon coup culturel. De ce que j'ai compris, donc, tu ne savais pas que tu étais comme tel, entre guillemets, en nomination, à tout le moins hommagé à l'occasion de cette soirée-là? Bien, en fait, c'était par vote du public. Donc, Ouais. on pouvait voter jusqu'à la veille du gala SR. Puis, personne m'a dit que je n'étais pas au courant du tout, là. Pas du tout. Même, je pensais pas... tu sais, il y a tellement eu des beaux projets avec Cargaison, tout ça, tu sais, les finalistes. Les bons coups, ils étaient vraiment très hétéroclites, là, pas nécessairement dans la même lignée non plus, là. Puis, non, c'était des très beaux projets, puis j'ai été très, très surprise. Très fière aussi, là. Ouais. Quels sont tes projets en cours en ce moment? Je suis en train de faire un projet pour la ville de Saint-Grégoire. Une sculpture assez importante là, que j'ai vraiment hâte de dévoiler. Là. Ça devrait, j'imagine, se faire au printemps. En tout cas, je travaille là-dessus très fort pour le moment. Puis, j'en ai d'autres. OK. J'en ai d'autres. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire ou pas. Mais est-ce que tu reçois des commandes? Bon, là, on parle de trucs ici faits localement, mais est-ce que tu reçois des commandes aussi ailleurs au Québec? Ou est-ce que c'est ton souhait même de pouvoir exporter tes œuvres? Bien, c'est sûr ailleurs? que ça serait un souhait. Déjà, c'est quand même très drôle, mais avec mes tapettes à mouche, j'en ai envoyé dans au moins 25 pays différents. J'en envoie toujours. Même ce matin, je l'ai envoyé en Allemagne. Bien, c'est sûr que le rêve d'un artiste, c'est d'être un peu partout. En même temps, j'aime beaucoup être dans ma région parce que j'aime ça voir... tu sais, comme recevoir, exemple, le prix de Bon Coup culturel, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai pas vu, moi, les gens regarder, soit écouter la légende ou regarder les œuvres ou faire les deux en même temps, parce qu'à l'endroit où c'était installé, il y avait un banc, on voyait la rivière, puis tu pouvais t'asseoir, puis comme juste écouter la légende en regardant les plumes, parce qu'il tournait tout seul aussi avec le vent, tout ça. Donc... j'ai pas vu les gens l'utiliser. J'étais pas là tout le temps, mais les quelques fois que j'étais allée, il y a souvent des gens qui donnent des commentaires. Mais c'était là combien de temps, ça?
Le mandat, c'était 3 mois. C'était 3 mois. Oui, j'étais allée enlever ça dans la neige du mois de novembre. Ah ouais. Avoir su, j'aurais attendu. Il n'y avait plus de neige en décembre. C'est moins compliqué. Oui, c'est ça. Et c'est quoi le plaisir de travailler le métal? Ce que j'aime beaucoup de travailler le métal, c'est que c'est comme si je pouvais travailler du papier, mais que je venais défier toutes les lois physiques de la gravité ou de la solidité. Parce que je travaille du métal. Exemple, les plumes, là, c'est très mince. Là. C'est à peu près un 16 d'épais. Là, OK. Non, il y a une partie que c'est un 8, une partie un 16. Bref, c'est quand même très mince. Puis tu es capable de la courber, puis ça reste. Puis la plume est 12 pieds de long, puis elle tient sur un petit pivot grand comme ça. Tu sais, c'est comme si on... Il y a la possibilité, on dirait, de pouvoir faire quelque chose d'un peu qui flotte tant qu'il y a quelques attaches par terre. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que c'est la solidité, puis c'est mince. Fait que ça... J'aime ça travailler ça en détail, un peu en dentelle, puis ça reste un peu figé. C'est ça que j'aime, en fait. Ça tient. Ça tient tout seul. Ça tient. Ouais. As-tu déjà exploré d'autres matériaux ou si vraiment tu t'es concentré que sur le métal? Ben, en tout cas, on voit que le bois, c'est pas un succès quand c'est à l'extérieur. T'aimes pas le bois, finalement, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais j'aime ça, le bois, Ouais. mais à différents niveaux, différentes échelles. Puis c'est sûr qu'à l'extérieur, c'est vivant, le bois, beaucoup plus que le métal. Donc, les contraintes sont très différentes. Surtout pour des œuvres extérieures. Oui, surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Mais moi, j'aime le fait que le métal se plie, se chauffe, se découpe. Le bois se plie pas, en tout cas, se plie, mais c'est pas la même affaire, finalement. Pascal Hébert, artiste sculpteur de son atelier Métal en jupe, donc récipiendaire de ce prix Bon Coup culturel au dernier Gala Essart à Saint-Jean-sur-Richelieu la semaine dernière pour son œuvre éphémère Loi-Mère. Évidemment, j'ai l'impression qu'on va certainement revoir ou voir de nouvelles œuvres apparaître dans les prochaines années de ton cru. Prochain mois. Ça s'en vient. Hein? Oui, ça s'en vient. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons du dévoilement de la sortie du dernier tome de la série de notre auteur Jean-Pierre Guillet, Le monde du lac des glaces. Et celui-ci s'appelle Dégel. C'est le tome 3 que j'ai ici en main. Jean-Pierre Guillet est avec nous. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, M. Latour. Merci pour votre invitation. Bonjour à vos auditeurs. Ça fait toujours plaisir de faire découvrir, évidemment, d'avoir un volet culturel, de parler de nos auteurs, les auteurs qui viennent d'ici et qui, visiblement, sont très productifs. C'est peut-être, on se rattrape après la pandémie. Il y avait des choses qui avaient été retardées. Et puis maintenant, c'est tant mieux. Ça revit un peu les activités littéraires. J'en suis bien heureux. Pour la petite histoire, à quel moment avez-vous commencé à écrire des livres? Je vais faire une animation la semaine prochaine, puis je vais leur amener mon premier livre qui a été écrit à 9 ans. Mais c'est pas un livre qui a été publié. Mais quand même. C'était une petite bande dessinée, puis ça amuse les jeunes quand je leur montre. Mais ça veut dire que ça vient de loin quand même. Oui. J'ai toujours... j'ai été un amateur de Tintin dans ma jeunesse, alors j'ai commencé à faire des bandes dessinées, puis à un moment donné, les histoires venaient plus vite que les dessins après un certain temps. Fait que c'est allé sur Qu'est-ce qui fait qu'un projet d'enfant, avec le temps, finalement, est devenu un projet d'adulte et que j'ai devant moi des livres?
Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? C'est une question intéressante parce que je voulais le signaler. Les professeurs sont importants. J'ai été professeur, donc je parle pour ma paroisse. Mais je voulais le nommer Pierre Lamonde. C'est un professeur que j'ai eu au secondaire qui nous faisait faire des rédactions, on appelait ça comme ça là, à l'époque. Là. Mais aussi, il était à l'affût d'activités, puis il y avait des concours. Puis là, il m'a encouragé, ou il nous a encouragés, puis moi aussi, là, à participer à des concours littéraire. Et puis, c'est comme ça, dans le fond, que j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux, peut-être. Et puis, il y a une de ces histoires-là, je l'ai encore. J'ai ce que j'avais écrit à l'époque, là, ça remonte à loin de secondaire. Là. Et puis, plus tard, c'est devenu une de mes premières histoires publiées, avec des remaniements, évidemment, un peu augmentés. Là. Ouais. Mais je l'avais dédicacé à ce professeur-là. Puis, je vais en profiter pour le dire, là. Je vais parfois dans des écoles faire de l'animation, mais les professeurs, là, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas facile comme travail, là. Ils ont plein de tâches administratives, puis toutes sortes d'élèves avec toutes sortes de besoins particuliers. Puis il y en a quand même là, qui se forcent pour organiser des activités supplémentaires, des activités parascolaires de toutes sortes, là, ou des activités littéraires. Mais il y a souvent, c'est drôle, vous m'ouvrez une porte parce que peut-être même qu'on devrait faire une émission de télé là-dessus. Du genre, mon professeur m'a marqué pour la vie. Là. Mais souvent, quand on parle à des gens, il y a souvent, dans notre histoire de jeunes, il y a souvent un professeur en particulier qui nous a marqué plus qu'un autre et qui a peut-être un peu même influencé notre destin. Oui, puis c'est vrai dans différents domaines, hein, c'est ça. Ouais. Pour un autre, ça va être son prof d'éducation physique, là, ou toutes sortes de domaines, les cours de sciences. Bon, c'est bien pour valoriser le travail d'enseignant, si on veut dire. Ouais. Mais bref, votre carrière d'auteur officiellement a commencé quand? Bien, je m'intéressais aussi à la biologie. Je suis biologiste de formation. Alors, il y a eu une longue parenthèse où j'ai gardé ça dans mes tiroirs. J'avais écrit toutes sortes de petites nouvelles de science-fiction. C'était là-dessus que j'étais plus à l'époque. Là, quand j'étais étudiant au secondaire, je lisais beaucoup ces choses-là. Et puis, éventuellement, quand mes enfants ont été un petit peu plus vieux, j'ai commencé à leur lire des histoires. J'ai rédigé plus mes histoires de jeunesse, je les ai transformées et ça a commencé. Après cette parenthèse-là, j'ai ressorti des choses des tiroirs. J'étais peut-être dans la trentaine à ce moment-là. Vous avez combien de publications à votre actif? Ça a l'air un peu orgueilleux à dire parce que j'avais perdu le compte. J'ai revérifié avant de venir vous voir. Là. Ça serait le 27e, celui-là. Quand même. Imaginez, 27. Il y a du boulot derrière ça. Oui, bien, c'est un plaisir aussi, mais c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Il faut réviser souvent, refaire les choses avec la maison d'édition aussi. Là. Ouais. Parlons donc de cette série, Le monde du lac des glaces. Il y a eu le tome 1, SOS en Antarctique. En Antarctique. Ensuite, le tome 2, qui était Clash sous la glace. Oui. Et puis là, vous nous arrivez, donc, comme je le disais en introduction, avec Dégel, qui est le tome 3. D'où vient cette idée de série Le monde du lac des glaces? Oui. Au départ, c'est un fait qui m'a fasciné et qui me fascine encore. On sait scientifiquement par des radars qu'il y a des lacs liquides sous la calotte polaire au pôle sud. Les radars ont réussi à détecter cette anomalie-là. Et l'eau est encore liquide à cause de la pression très, très forte là, en dessous, puis peut-être des sources chaudes qui viennent de l'intérieur de la Terre. Et il y a plusieurs nations, actuellement, je me suis beaucoup documenté là-dessus, ça m'intéresse moi personnellement, qui ont commencé à faire des forages pour atteindre ces lacs-là, parce qu'il y a du sol en dessous, là, c'est pas comme au pôle Nord. Alors, ce continent-là, couvert de lacs, il y a des nations qui essaient d'atteindre ces lacs-là puis de voir s'il n'y aurait pas de la vie. Moi, comme biologiste, je me suis dit je pourrais créer tout un écosystème en dessous, puis même des créatures intelligentes. Alors, c'est parti de là. Ouais. Mais ça vient d'où, cette fascination pour le pôle Sud, l'Antarctique, la glace? Wow! Oui, bien, j'aime l'hiver. À un moment où on se parle, j'arrive de faire du ski. Oui, je sais, en plus. On s'en est parlé. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui est dans notre nature aussi, comme mais cette Québécois, la glace. fascination du pôle Sud, là, de l'Antarctique. Oui.
Ben, ça pourrait être le pôle Nord aussi. J'ai une autre histoire qu'on s'est parlé pour une autre histoire au printemps, la Bariolée de l'île-Mer. C'était près du Groenland et puis de l'Islande et puis de l'île de l'Esmer, qui est l'île la plus au nord du Canada. Alors, ben, j'aime ça, les espaces nordiques ou du froid, en tout cas, oui. Bon, mais en même temps, c'est fascinant. Moi, quand j'étais jeune, puis on nous parlait de l'Antarctique, on se disait tout le temps, est-ce que c'est un continent ou c'est pas un continent? Hein? On le savait pas trop, finalement. Puis on dit, ouais, il me semble que c'est un continent. Mais c'est un peu fascinant, ce bout-là du globe. Oui, c'est vraiment très, très, très fascinant. Puis là, vous, dans votre imaginaire, vous avez décidé de créer une histoire à partir de ce lieu-là. Oui. Dans le fond, j'espère pouvoir transmettre l'intérêt de ça, cette fascination-là au lecteur. Et donc, il y a une partie des informations que j'ai été cueillir moi-même là, pour mon propre plaisir. Mais en même temps, il y a beaucoup d'aventures puis de rebondissements pour susciter puis capter l'intérêt. Alors, c'est ça. C'est un dosage des informations réelles puis de la fiction. Bon. Quel est le lien entre le 1, le 2 et le 3? Quel est le fil conducteur de tout ça? Oui, oui. On retrouve un peu les mêmes personnages au fil du temps. Là. Dans le premier, ça se passe à notre époque. Là. C'est quelqu'un qui fait une croisière, qui s'en va jusqu'en Antarctique. Puis d'ailleurs, une autre inspiration, c'est une de mes collègues qui a fait cette croisière-là, qui m'a montré des photos de voyage. Alors, ça m'a inspiré à y aller, même si moi, je ne me suis pas rendu là. Et qui se retrouve par accident à échouer sur les côtes de l'Antarctique et puis à découvrir ce lac-là après toutes sortes de mésaventures. C'est un personnage un petit peu spécial, un peu mésadapté, un peu, à la limite, peut-être qu'il y a le syndrome d'Asperger. Là. Il est un peu spécial. Je pense que les gens vont être intrigués par ce personnage-là. Mais dans le deuxième tome, les deux espèces, parce qu'il y a une espèce intelligente en dessous de la glace, s'opposent parce qu'il y a un conflit entre les deux espèces. Et je voulais pas rester sur un conflit. Et c'est là qu'arrive Dégel. Dégel, c'est dans deux sens. C'est dans le sens que les changements climatiques vont causer la fonte de la calotte polaire, puis ce lac-là qui était caché va se retrouver à l'air libre, Dégel, mais aussi les relations entre les humains puis l'espèce intelligente qui est là, qui s'appelle des Kéans, va peut-être dégeler aussi. Il va y avoir un apprentissage puis de pouvoir arriver à s'entendre. C'est ce que je souhaite là, pour le monde, éventuellement. Je ne voulais pas rester juste sur quelque chose de conflit puis de négatif. Mais vous vous inspirez en même temps des changements climatiques? Bien sûr, oui, parce que c'est inévitable. Hein, on le voit déjà. Ça nous surprend même plus. On voit ça dans les nouvelles. Telle portion d'un énorme iceberg qui vient de se détacher de l'Antarctique. Bien sûr, je me suis inspiré de ça, puis de la pollution des mers, du plastique qu'on retrouve. Alors, il y a ça là-dedans, mais encore une fois, ça s'étale sur là, peut-être un siècle. Là. Le dernier se passe un petit peu plus tard. Je montre que peut-être, j'espère, qu'il y aura des solutions. Parce que je voulais donner un peu une idée optimiste aux jeunes. Des fois, à force de se faire toujours annoncer des mauvaises nouvelles, ça nous décourage. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, puis les jeunes vont le faire, puis je leur fais confiance. Bon. Ce ne sont pas des livres qui sont très, très volumineux. Non. 170 pages ou à peu près, on le voit. On parle de romans de science-fiction ici. Ça s'adresse à qui? Oui. Les éditions Pierre Tisser ont le souci de la langue juste et puis du beau français. Alors, c'est pas très long, mais en même temps, c'est assez dense comme texte. C'est pour... Au primaire, ça sera un petit peu trop vieux pour eux, à moins que ce soit des très bons lecteurs en 6e année. Je vais en voir là, dans 2 semaines. Okay. Mais je dirais plutôt au secondaire 1, secondaire 2, là, ça serait le public cible pour ça. Bon, c'est le dernier tome de la série. Vous pensez avoir fait le tour de l'histoire? Oui. C'est ça. Comme j'arrivais à une conclusion qui, j'espère, est optimiste. Là. Donc, je me satisfais de ça. Je pensais même peut-être un peu prendre ma retraite de l'écriture, puis là, il m'arrive d'autres choses. Alors, bon, c'est la vie, hein? faut être ouvert. Mais là, vous êtes retraité de l'enseignement depuis combien de temps? Hein? Ça fait déjà 10 ans. Là, 10 ans retraité de l'enseignement. Et là, avez-vous d'autres projets d'écriture? C'est ça, ce que... J'ai commencé... parmi mes premières histoires, c'était des contes écologiques. Ça fait 30 ans de ça. Ça ne me rajeunit pas.
Et malheureusement, les problèmes écologiques ne se sont pas réglés en 30 ans. Il y avait des comptes pour les tout-petits, il y en avait 3. Il y en avait un, c'était sur les pesticides, de façon plus amusante que ça. Là. Mais les pesticides, le réchauffement climatique, puis la perte des habitats. C'est encore très d'actualité. Alors, les éditions Quintin veulent rééditer ces titres-là, les modifier un peu, modifier les illustrations. Donc, je travaille là-dessus actuellement. Puis peut-être, puis c'est sur quoi je travaille maintenant, faire des nouveaux comptes, en rajouter d'autres aux 3 émissions. En avez-vous dans le tiroir en ce moment? Bien, c'est ça que je suis en train de faire, là. Oui. Ils ne sont pas dans le tiroir, ils sont en train de sortir du tiroir ou du placard. Avez-vous commencé à faire des salons du livre? Parce que ça aussi, pour les auteurs, c'est un peu difficile. Perdre de contact un peu avec le lectorat pendant une période de temps, avec la COVID, les restrictions et tout ça. Là, avez-vous recommencé ça? Oui. Puis ça faisait curieux de voir du monde. Il y en avait encore beaucoup avec des masques, là. C'était à l'automne, le Salon du livre de Montréal. Là. Mais au moins, on voyait des lecteurs, on pouvait parler aux jeunes. Alors ça, c'était agréable. Ça avait changé d'endroit. Avant ça, c'était à la place Bonaventure depuis très longtemps. Maintenant, c'est au Palais des Congrès. C'était un bel endroit. Et puis, c'était très agréable de revoir ces jeunes lecteurs-là. Les tournées aussi ont recommencé. Il s'est fait un peu des rencontres virtuelles, mais c'est pas la même chose. Là. Ça n'a pas la même saveur. Là, je retourne devant des classes. Je vais aussi aller... il y a quelque chose qui s'appelle la tournée Lire à tout vent au Canada. Alors, je m'en vais, c'est au mois de mai. On va attendre que ça dégèle un peu. Oui, que ça dégèle. C'est au mois de mai en Alberta que je vais aller voir des classes là-bas. Ouais. Des classes francophones ou anglophones? Il y a les deux. Il y a des classes francophones puis il y a des classes d'immersion française. Dans des anglophones qui sont en immersion française. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Je suis déjà allé, là, puis c'est fascinant. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de vie francophone dans l'Ouest. On n'est pas au courant autant. Là. Eux autres aussi, je les admire là, de réussir à résister dans une mer anglophone. Là. Et ils sont intéressés à faire vivre leur langue, puis à recevoir des auteurs, puis à développer eux autres même leur propre talent, leur écriture. C'est un peu ce que je vais faire avec eux. Là. Alors donc, Le Monde du lac des glaces, on est rendu maintenant au tome 3, c'est le dernier, Dégel, donc c'est disponible bien sûr en librairie, édition Pierre Tisser, Jean-Pierre Guillet, merci beaucoup, puis bonne chance dans ces projets futurs, parce que j'ai l'impression que c'est pas encore vraiment à la retraite. Peut-être pas, alors on se reverra peut-être. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Restez avec nous, on va revenir après ceci. Samedi 11 février, c'est la prochaine activité de CIM au Richelieu au Mont-Saint-Grégoire pour une marche nocturne en pleine montagne. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur le site de CIM. À demain. Bye-bye.